Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous parle d'un des aspects les plus sombres et fascinants de l'histoire pénale française. Établi au milieu du XIXe siècle et actif jusqu'au milieu du XXe siècle, le bagne de Guyane représente une période marquée par une politique pénale dure et une gestion coloniale controversée. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Métropolitain, qui appartient à la métropole, c'est-à-dire la partie d'un pays où se situe la capitale, par opposition à ses colonies et territoires d'outre-mer. Inexploré, qui n'a pas encore été exploré, visité ou décrit. Torrentiel, décrit une pluie extrêmement abondante. La promiscuité, cela indique une situation dans laquelle quelqu'un se trouve soumis à un voisinage désagréable. Le défrichage, action de défricher un terrain, c'est-à-dire de le rendre propre à la culture. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par le contexte historique. La colonie pénale de la Guyane française a été créée en 1852 par décret de Napoléon III. La décision de créer des bagnes outre-mer découle de plusieurs motivations. D'une part, il s'agissait de soulager les prisons métropolitaines surpeuplées et d'autre part, d'utiliser la main-d'œuvre pénale pour développer et coloniser les territoires français éloignés. La Guyane, avec son climat tropical difficile et ses terres inexplorées, fut choisie pour accueillir cette nouvelle institution pénitentiaire. Les premiers bagnards arrivèrent à Cayenne en 1852 et très vite, d'autres camps furent établis dans différentes régions de la Guyane, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'île du Diable et à l'île Royale. Il est important de souligner que les conditions de vie dans les bagnes de Guyane étaient extrêmement dures et souvent inhumaines. Les prisonniers étaient confrontés à un climat hostile, avec une chaleur écrasante, une humidité constante et des pluies torrentielles. Les maladies tropicales, telles que le paludisme, la dysenterie et la fièvre jaune, étaient monnaie courante et décimaient régulièrement les rangs des détenus. Les bagnards étaient logés dans des huttes insalubres et surpeuplées, où la promiscuité et l'hygiène déplorable favorisaient la propagation des maladies. Les rations alimentaires étaient insuffisantes et de mauvaise qualité, conduisant à des carences nutritionnelles graves. Le travail forcé était au cœur du système du bagne. Les bagnards étaient employés à des tâches variées, allant du défrichage de la jungle à la construction de routes et de bâtiments. Le travail était épuisant, souvent effectué sous une surveillance brutale. Le régime disciplinaire était sévère, avec des punitions corporelles fréquentes pour les infractions, réelles ou supposées. Parlons maintenant
des catégories de bagnards. Les bagnards de Guyane étaient classés en plusieurs catégories, selon leurs crimes et leur comportement. Les forçats étaient ceux qui avaient été condamnés aux travaux forcés pour des crimes graves. Les relégués étaient des récidivistes condamnés à la relégation perpétuelle après plusieurs condamnations pour des délits mineurs. Enfin, il y avait les déportés politiques, bien que leur nombre ait été relativement restreint. Parmi les bagnards célèbres, on peut citer le capitaine Albert Dreyfus, injustement accusé de trahison et envoyé sur l'île du Diable en 1895. Son affaire, devenue un scandale international, a mis en lumière les conditions atroces du bagne et a contribué indirectement à son abolition. En ce qui concerne la vie quotidienne, le bagne de Guyane était organisé de manière hiérarchique et militaire. À la tête de chaque camp se trouvait un surveillant-chef, assisté par des surveillants de différents grades. La discipline était stricte et les bagnards étaient divisés en groupes de travail sous la supervision constante des gardiens. Les journées commençaient à l'aube et étaient rythmées par le travail et les appels. Le soir, les bagnards étaient enfermés dans leurs cellules ou dortoirs. Les tentatives d'évasion étaient fréquentes, malgré les risques considérables. Les fugitifs étaient pourchassés par des patrouilles et des indigènes réquisitionnés pour la chasse à l'homme. Et ceux qui étaient repris subissaient des punitions sévères, incluant souvent l'isolement ou le doublement de leur peine. Bien sûr, le bagne de Guyane a laissé une empreinte indélébile sur les détenus qui y ont séjourné et sur la société française. Les conditions de vie inhumaines et les traitements brutaux ont marqué à jamais ceux qui ont survécu à leur expérience. Les récits des anciens bagnards, souvent publiés après leur libération, ont contribué à sensibiliser l'opinion publique sur la réalité des bagnes et ont alimenté les débats sur la réforme pénale en France. Sur le plan social, le bagne a également eu un impact significatif sur la population locale. Les relations entre les bagnards et les populations locales étaient souvent tendues, marquées par la méfiance et l'exploitation. Les tentatives de colonisation pénale visant à peupler la Guyane avec d'anciens bagnards libérés furent en grande partie un échec en raison des conditions de vie difficiles et du manque de soutien économique et social. En ce qui concerne la fermeture, elle a été progressive. Dès les années 1930, des voix se sont élevées pour dénoncer l'inhumanité et l'inefficacité du système pénal colonial. En 1938, sous la pression de l'opinion publique et des réformateurs, le gouvernement français a décidé de mettre fin aux déportations en Guyane. Cependant, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que le bagne de Guyane a été officiellement fermé et les derniers détenus rapatriés en métropole. L'héritage de ce bagne est complexe. D'un côté, il symbolise une période sombre de l'histoire pénale française, marquée par des pratiques brutales et des souffrances humaines incommensurables. De l'autre, il reste un sujet de fascination historique et littéraire, inspirant de nombreuses œuvres, telles que le célèbre roman Papillon d'Henri Charrière, qui raconte ses tentatives d'évasion. Aujourd'hui, le bagne de Guyane fait l'objet de nombreuses études historiques. Les sites des anciens camps, tels que ceux de Saint-Laurent, du Maroni et des îles du Salut, sont devenus des lieux de mémoire. Des musées et des expositions permanentes permettent de retracer l'histoire de cette période et d'honorer la mémoire
des milliers de personnes qui y ont souffert. Les recherches contemporaines s'intéressent également aux aspects sociaux et économiques du bagne, notamment à son rôle dans la colonisation de la Guyane et ses impacts sur la population locale. Ces études contribuent à une compréhension plus nuancée de cette institution pénale et de son héritage. Malgré sa fermeture, l'impact humain du bagne de Guyane continue de résonner aujourd'hui à travers les mémoires des anciens détenus, les études historiques et les commémorations. En documentant et en analysant cette période, il est possible de tirer des leçons sur les dangers de la déshumanisation et de la répression dans les systèmes pénitentiaires. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la bande dessinée Persépolis.